Bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Chaque jour sur Énergie 12, je vous raconte des histoires vraies, aussi fascinantes que bouleversantes, et nous les décryptons avec nos experts et nos invités. Et puis notez qu'à partir de lundi, événement sur Énergie 12, car cette quotidienne arrive en access de 19h35 à 21h, c'est-à-dire que nous continuerons à nous retrouver, bien sûr, tous les jours en direct à 13h35, mais vous allez avoir une autre chance de regarder l'émission du jour si vous nous avez raté. Ce sera donc chaque soir à 19h35. Faites-le savoir autour de vous, à tous ceux qui ne sont pas disponibles à la mi-journée. La quotidienne de Crimes et Faits divers arrive dès lundi à 19h35 sur Énergie 12. Et parce que la réalité sera toujours plus forte que la meilleure série télé, voici le sommaire de ce nouveau numéro de Crimes et Faits divers. La ville de Royan, en Charente-Maritime, est une station balnéaire très prisée des vacanciers. C'est ici que Johan, 8 ans, s'apprête à passer l'été. Ses parents ont loué un bungalow dans un camping flambant neuf et sa petite sœur fait aussi partie du voyage. Le petit garçon, joyeux et très sociable, est ravi. Pourtant, rien ne va se passer comme prévu, car à la fin de la première semaine, Johan va faire une mauvaise rencontre. Alors qu'il joue seul dans l'enceinte de l'établissement, un homme l'aborde. Il s'agit d'un père de famille, également en vacances dans le camping. Le quadragénaire demande de l'aide à Johan. Il a besoin de quelqu'un pour déplacer un morceau de bois alors que toute sa famille est absente. Toujours prêt à rendre service, le jeune garçon décide donc de le suivre. Mais une fois arrivé sur les lieux, les choses vont prendre une toute autre tournure. L'homme attire Johan à l'intérieur de son logement. Il lui met la main sur la bouche pour le faire taire et l'aurait ensuite violé. Après cette terrible scène, l'enfant est sous le choc, il se renferme, se mure dans un long silence. Ce n'est que 18 ans plus tard qu'il parvient à mettre des mots sur son cauchemar et décide de porter plainte. Johan se rend en direct. Et puis direction Rezé en Loire-Atlantique, le 28 mars, Pauline, 20 ans, se rend à la gendarmerie pour déposer plainte. Elle affirme avoir été victime d'attouchements sexuels et de viols alors qu'elle était mineure. Et son bourreau ne serait autre que son ancien coach de motocross, Michel. Un homme connu et respecté dans le milieu. À l'époque, l'adolescente de 15 ans s'entraîne sans relâche dans son centre pour devenir une championne de motocross. L'entraînement est intensif et la sportive souffre de douleurs dorsales. Michel lui propose alors de lui prodiguer des massages, mais très vite les choses dérapent. Le coach lui demande de se dénuder, lui touche les fesses et quelques jours plus tard, il va même la violer. Et dans le journal des faits divers de Félicité Kindoki, nous vous parlerons de ce bébé qui a été admis à l'hôpital avec 12 côtes cassées dans le Pas-de-Calais. Son père a été placé en détention provisoire. Et pour analyser avec nous ces histoires et répondre à toutes les questions que l'on se pose, nos experts de Crimes et Faits divers, la quotidienne, sont aujourd'hui Maître Sébastien Codesso, avocat, pénaliste, pour nous expliquer les procédures judiciaires. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Stéphanie Germani, docteur en psychologie, pour comprendre les rouages psychologiques de chacun. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Et puis chaque jour en fin d'émission, le droit de suite, c'est avec Charlotte Durand, spécialiste des faits divers et rédactrice en chef de cette émission. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et on commence donc tout de suite cette quotidienne avec le destin brisé de Johan. À 8 ans, c'est un petit garçon plein de vie et très sociable. À l'approche de l'été, il est d'ailleurs ravi de partir en vacances avec ses parents et sa petite sœur. Cette année-là, la famille a choisi de se rendre à Royan, en Charente-Maritime. Ils ont prévu de passer la première quinzaine d'août dans un camping flambant neuf. Johan est loin de s'en douter, mais ce séjour va virer au cauchemar. À la fin de la première semaine, alors que le petit garçon joue seul dans les allées du camping, un adulte l'aborde. Il s'agit d'un père de famille qui séjourne également dans l'établissement. L'enfant a déjà croisé cet homme bavard et plutôt sympathique. Et au fil des échanges, le père de famille lui indique qu'il a besoin d'aide pour déplacer un morceau de bois devant son bungalow. Il semble d'ailleurs embêté car son épouse et ses enfants ne sont pas là pour lui prêter main forte. Johan, toujours prêt à rendre service, décide alors de le suivre. Mais une fois sur place, le cauchemar va débuter. Le quadragénaire attire le petit garçon dans son bungalow, il lui met la main devant la bouche pour qu'il se taise et baisse son short. Puis il procède à une violente pénétration anale sur l'enfant de 8 ans. Terrorisé, Johan n'a pas eu d'autre choix que de subir. Avant de recevoir Johan, en direct, sur ce plateau, retour sur ces faits terribles qui ont bouleversé sa vie. Nous sommes à Royan, une charmante station balnéaire sur la côte atlantique.
Au mois d'août 2000, c'est ici que la famille de Johan pose ses valises pour 2 semaines de vacances. Dans la famille, c'est une tradition. Tous les ans, ils vont au camping. Et à chaque fois, dans un établissement différent. Et cette année, le petit garçon est particulièrement excité à l'idée de séjourner dans un camping tout neuf avec ses parents et sa petite sœur d'1 an. À 8 ans, Johan est un enfant avenant et rieur. Pendant la première semaine de vacances, il parle à tout le monde et n'a aucun mal à se faire des amis parmi les autres enfants du camping. Mais sans qu'il s'en aperçoive, son tempérament extraverti ne va pas tarder à lui attirer des ennuis. À la fin de la première semaine, Johan fait la connaissance d'un adulte particulièrement sympathique. C'est un père de famille d'une 40aine d'années, très bavard et sociable. Et Johan se dit qu'il doit avoir un métier important, tant il paraît sûr de lui. Admiratif, il ne se méfie donc pas quand cet adulte lui adresse la parole. Et alors que Johan est en train de jouer seul dans le camping, l'homme lui demande de venir. Sa femme et ses enfants sont absents. Et il indique au petit Johan qu'il a besoin d'aide pour soulever un morceau de bois gênant l'entrée de son bungalow. En cet après-midi tranquille, l'enfant s'ennuie. Il est donc ravi de pouvoir lui donner un coup de main. Mais en quelques secondes, l'homme l'aurait entraîné à l'intérieur de la cabane et aurait mis sa main sur sa bouche. Le quadragénaire n'aurait plus dit un seul mot, mais son regard aurait changé du tout au tout. Et Johan comprend que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Alors qu'il est de dos et terrifié, l'homme aurait baissé son short et lui aurait imposé une pénétration anale. Paralysé par la peur, il n'ose pas fuir et malgré la douleur, il se serait laissé faire en attendant que l'homme le relâche. Une fois le viol terminé, l'enfant est complètement traumatisé. Pris de maux de ventre et de nausées, il regagne son bungalow au plus vite. Mais en voyant ses parents, il n'ose rien dire de ce qu'il a subi. Il n'est que 15 heures, et pourtant le petit garçon est tellement anéanti qu'il décide de se mettre au lit, sans même verser une larme. Le lendemain du drame, l'enfant n'est plus le même, et ses parents sentent que quelque chose ne va pas, sans comprendre de quoi il s'agit. Johan ne joue plus, ne rit plus, et se montre même agressif envers les adultes, et en particulier envers son papa. À la suite de ce qui est arrivé, il ne fait plus confiance aux hommes. Et à la rentrée scolaire, ses notes dégringolent. Johan, d'ordinaire si sociable et avenant, ne se fera plus aucun ami. Au fil des ans, il se renferme sur lui-même. Un mal-être qui ne le quittera plus et qui s'accentuera plus encore à l'adolescence. À 12 ans, il commence à se scarifier et tente même de se suicider à plusieurs reprises. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crime et Faits divers. Bonjour Johan. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Merci de m'inviter, de pouvoir libérer ma parole et puis peut-être aider les personnes à libérer la leur aussi. On l'espère, en tout cas, elle sert à ça, cette émission, et c'est ce qu'on essaie de faire passer comme message tous les jours. Pendant le reportage, vous fermiez les yeux à plusieurs reprises. C'est dur pour moi, en fait, de revenir sur ces moments-là. Ça remue un petit peu... ça me chamboule, en fait. J'ai l'impression de revivre ce qui s'est passé. J'ai pas encore spécialement... je peux pas dire, en fait, que pour moi, la guérison... Enfin, si on peut appeler ça une guérison, mais je peux pas dire que j'ai tourné la page, quoi. C'est encore présent tous les jours. En tout cas, vous arrivez à en parler, alors que pendant longtemps, vous avez gardé ça pour vous, vous avez intériorisé ça. On va essayer de revenir d'abord à l'enfant que vous étiez avant, c'est-à-dire avant que vous ayez 8 ans, parce que ça s'est passé quand vous aviez 8 ans. Vous étiez à l'opposé
de ce que vous allez devenir ensuite? C'est-à-dire que vous étiez un enfant ouvert? Complètement. Ouvert à tout le monde, justement naïf, peut-être trop, ce qui m'a conduit à ces faits-là, parce que forcément... À part que ça, c'est vous culpabiliser, dire ça. Ouais, forcément, mais bon, j'y pense, quoi. J'y pense. Non, j'étais l'enfant joyeux, l'enfant sociable avec tout le monde, bon sous tout rapport, quoi. En 2000, avec vos parents et votre petite sœur qui a 1 an à ce oui, moment-là, 1 an. je crois, c'est ça? 1 an. Vous allez au camping, et ça, c'est un peu une tradition familiale, le camping. Oui, tous les ans, on va dans un camping, ça change, on change de région, c'est jamais la même. On a toujours été habitués comme ça, c'est des vacances qui se passent d'ordinaire toujours bien. C'est une fête pour vous? C'est une fête, ouais, c'est la fin de l'école, ouais. C'est un moment agréable, quoi. Vous vous entendez bien avec vos parents à ce moment-là? Je m'entends très bien avec mes parents jusqu'à ces faits-là, mais non, j'ai pas de conflit particulier. Je grandis normalement, quoi, jusqu'à 8 ans. Donc vous allez dans ce camping à Royan avec vos parents, c'est 2 semaines au mois d'août. 2 semaines au mois d'août, c'est bien ça. Et les choses commencent bien, comme d'habitude? Tout se passe bien. Jusqu'à cette fin de semaine, alors vous dire si c'était un jeudi, un vendredi, je vous le dirai pas exactement. Mais jusqu'à cette fin de semaine cet homme-là que je croise d'ordinaire tout le temps, parce qu'il est tout le temps à discuter avec tout le monde, il est tout le temps quand il y a des soirées comme dans les campings, il est tout le temps à s'amuser avec tout le monde, à se montrer, à épater un peu la galerie, quoi. Donc je m'en méfie pas quand il vient m'aborder. C'est un père de famille, vous l'avez déjà vu avec sa femme, ses enfants, je crois. Alors, père de famille, je voudrais rectifier un petit peu. En fait, il était en présence d'un garçon qui, pour moi, était leur fils. Après, est-ce que c'était leur fils? Je ne sais pas. Enfin, il était avec sa femme. Il y avait une famille autour de lui. Voilà, il était en famille, quoi. Il était avec sa femme et puis ce fameux garçon, quoi. Et donc, il vient vous parler, ce jour-là? Il m'adresse la parole, en fait. Je suis en train de jouer avec des gravions, tout seul, en train de gratter des gravions comme un enfant de 8 ans. Et il vient me chercher en me disant qu'il a besoin de moi, en fait, pour retirer un morceau de bois dans une petite cabane, en fait, qui se trouve... Il y a les toilettes, et juste à côté, il y a une petite cabane où il range tout ce qui est pour nettoyer les sanitaires. Et j'arrive à cet endroit-là pour enlever ce fameux morceau de bois qui me demande de lui donner un coup de main. Et finalement, ce morceau de bois-là, en gros, il n'existe pas. La porte se referme et puis je me retrouve piégé, quoi. Immédiatement? Immédiatement. Sans aucune parole. Vous comprenez ce qui se passe? Non. Je comprends quand il commence à me déshabiller. Ouais, je comprends que là, par contre, c'est pas normal. Je comprends que il va se passer quelque chose. Quoi? Je suis trop petit pour savoir ce qui va se passer, mais... Vous êtes tétanisé? Vous ne dites rien? Je suis bloqué. Je reste figé sur moi-même. Je sais plus quoi dire. Anéanti, quoi. Anéanti, j'attends, en fait. J'attends qu'il fasse ce qu'il a à faire, en gros, quoi. Je suis sa chose, quoi. Maintenant, je le définis comme ça. J'étais sa chose à ce moment-là, en fait. Il va vous déshabiller? Tout à fait. Il va me baisser le short. Et il va avoir une pénétration qui... Comme je l'ai dit, je ne sais pas si ce sera fait avec son sexe ou si ce sera fait avec autre chose, mais il y aura une pénétration ce jour-là. Et je serai pris de douleurs horribles au ventre. J'arriverai même pas à aller jusqu'à la caravane de mes parents où nous sommes en vacances. Parce que je perdrai des selles, forcément. J'aurai même pas le temps de me rendre jusqu'à cet endroit-là, en fait. Ça durera... Vous criez? Je crie pas. J'ai mal, je crie pas. Pourquoi? J'aimerais qu'on m'explique pourquoi je criais pas. Je crie pas. J'ai mal. J'ai mal, mais je crie pas. Vous vous souvenez de ce qu'il y a dans la tête de l'enfant de 8 ans à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on m'a fait, quoi? Qu'est-ce qu'on m'a fait? Et pour moi, enfin, je savais pas ce qu'était un rapport sexuel, quoi. Je suis un enfant de 8 ans, je suis en train de jouer avec des jouets, enfin, c'est... Non, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Quand ça se termine, quand votre agression se termine, il ouvre la porte, il part, comment ça se passe? La porte s'ouvre, je pars de mon côté. C'est vous qui partez? Je pars. Sans un regard, bien évidemment? Si, un regard de sa part. J'aurais pas de menace, hein. Comme j'ai dit, quand j'ai porté plainte, j'aurais aucune menace de cette personne-là. Mais son regard aura suffi à me faire comprendre qu'en fait... faut pas parler, quoi. J'aurais compris qu'il faut pas parler. Son regard aura suffi. Vous retournez avec vos parents?
Je retourne à cette fameuse caravane où nous sommes en vacances et je m'allonge et je vais essayer de me reposer, de dormir. Vous pleurez? Je pleure, oui. Je pleure. J'ai honte. J'ai honte parce que forcément, j'ai même pas pu me retenir parce que ce qui m'est arrivé a fait que... Ouais, j'ai honte, je suis détruit. Je pleure et j'ai mal. C'est surtout que j'ai mal. J'ai mal. Je souffre, en fait. C'est... Vos parents ne voient rien? Mes parents se doutent de quelque chose. Je pense que sur le jour même, je pense que pour eux, ils ont peut-être mis ça sur le fait que j'étais malade ou que, voilà. Ce jour-là, ils se doutent pas spécialement. C'est quelques jours après qu'ils se douteront que qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais quoi? Est-ce que c'est... Ils se douteront pas que c'est des faits aussi graves que ça, quoi. Comment se passe le reste du séjour pour vous, le lendemain? Comment ça se passe pour vous? Je suis plus le même. Dès le lendemain? Ouais. Je suis plus le même. Je reste avec mes parents, je bouge plus, je suis plus... je suis plus à aller prendre justement l'enfant comme j'étais, un peu hyperactif, à aller à gauche, à droite, à échapper à la surveillance de mes parents. Là, j'y échappe plus parce que forcément, j'ai tellement peur quelque part en fait qu'on me refasse la même chose que j'attends. J'ai hâte de rentrer chez moi. Mais vos parents qui voient ce changement de comportement, qui est assez net en tout cas, d'après ce que vous décrivez, ils vous interrogent? Ils vous posent pas de questions? Non, j'ai pas de questions de leur part. Et pourquoi? Je sais pas. J'ai aucune question. Non, j'ai aucune question. Parce que j'ai le sentiment que c'est très brutal comme changement de comportement. Mais moi, on a beaucoup mis ça sur le rapport que voilà, je venais d'avoir une petite sœur, qu'elle avait 1 an, qu'en gros c'était une crise de jalousie parce que voilà, on s'occupait plus d'elle et pas de moi. Et je pense qu'au départ, dans leur tête, c'est ça qu'ils ont pensé. Et à aucun moment, vous n'avez la tentation de leur dire, vous vous sentez capable de parler d'une agression que vous avez subie? À 14 ans, j'essayerais. Mais à 8 ans, pourquoi vous n'osez pas? Je sais pas, j'ai 14 ans, j'essayerais. Mais à 8 ans, pourquoi vous n'osez pas? Je sais pas, j'ai peur. De leur réaction? Aussi très carré, enfin, c'est des choses, je sais pas comment expliquer. Il apprendrait ce qui s'est passé là. J'ai peur, en fait, en gros, qu'il me renie, ce qui est complètement faux, mais j'ai peur, quoi. En fait, vous vous sentez coupable? Je me sens coupable, oui. Je me sens coupable. Je me sens coupable de m'être laissé faire. Pourquoi je l'ai suivi? Pourquoi? À 8 ans, vous vous posez cette question? Pourquoi? Vous demandez pourquoi? Quelques jours après, je me pose la question, oui. Je me pose la question parce que je sais que c'est pas normal ce qui m'est arrivé. Je sais que c'est pas normal. Je sais que... Désolé, hein, mais... Non, je sais que c'est pas normal ce qui m'est arrivé. Je suis entièrement retourné et je me sens coupable de l'avoir suivi, oui. Vous pensez à quoi, là? Là, je pense à quoi? Je vous sens ému, tout à coup, il y a une montée de... Ouais, ça me remue un peu de tous les côtés parce que c'est tellement lourd, en fait. C'est tellement lourd à porter, en fait, comme secret. C'est tous les jours, je vis avec. Et puis, là, d'en parler, d'un côté, ça fait énormément de bien. Ça soulage. Mais d'un côté, ça travaille. Et du coup, je suis un peu... ouais, ça me perturbe un petit peu. Je vais pas le cacher. Et cette culpabilité que vous aviez à 8 ans, vous avez réussi à vous en débarrasser, j'espère? Non. Je vis tous les jours avec. La culpabilité? La culpabilité, je vis tous les jours avec. La culpabilité a changé maintenant. De pourquoi m'être laissé faire, maintenant c'est la culpabilité de pourquoi ne pas avoir parlé plus tôt. Pourquoi m'être tu, quoi. Pourquoi j'aurais... Cette personne-là, elle aurait... Voilà, je l'ai laissé... Je l'ai laissé filer et peut-être que je l'ai laissé faire du mal à d'autres enfants, en fait. C'est ça qui vous travaille? Ça me travaille énormément, ouais. Ouais, ça me travaille tous les jours. Parce que je me dis...
S'il m'a fait ça à moi, j'espère me tromper, hein. Je pense malheureusement ne pas être le seul. Et ça me... Ouais, tous les jours, ça me travaille. Tous les jours, ça me travaille. Mais bon. Faut se battre pour les autres. C'est ce qui vous tient aujourd'hui? C'est ce qui me tient, oui. C'est... J'essaye d'aider les autres à essayer de libérer la parole plus rapidement que moi, qu'ils puissent s'en sortir, avoir des clés pour essayer de s'en sortir. Parce que vous, ça a failli vous tuer? Ça a failli me tuer, j'ai fait énormément de tentatives de suicide et de l'automutilation sur les bras, sur les jambes, des prises de médicaments, des prises de risques, enfin des choses... On va y venir dans un instant, parce qu'après les faits, vous êtes totalement dévasté, bien évidemment, et le petit garçon joyeux et sociable que vous étiez s'efface complètement. C'est votre vie entière qui est brisée. C'est seulement de longues années plus tard que vous parvenez enfin à parler et à vous libérer. Après son viol, en plus d'être plongé dans une profonde dépression, Johan développe une terrible maladie. Des plaques apparaissent sur tout son corps et les éruptions sont si sévères qu'elles nécessiteront pas moins de 4 opérations. Pour les médecins, il est possible que la maladie de Johan ait été déclenchée à la suite d'un choc émotionnel. Johan en conclut donc que cette maladie doit être due à son viol, sans pour autant parvenir à le verbaliser. Pendant des années, Johan se tait et son secret le ronge de l'intérieur. Pendant des années, Johan se tait et son secret le ronge de l'intérieur. Il faudra attendre qu'il ait 26 ans pour qu'il ose enfin sortir du silence. En 2018, sur son écran de télé, Johan découvre comme des millions de Français l'enlèvement de la petite Maëlys. La victime a 8 ans, c'est-à-dire l'âge qu'il avait à l'époque de son viol. Et ce drame fait écho à son calvaire et va agir sur lui comme un électrochoc. À Carnot, sa ville de résidence dans le Finistère. Face aux enquêteurs, il décide de porter plainte contre X, car il ne connaît pas l'identité de son violeur. Johan passe ensuite un examen médico-légal et un examen psychologique. Et dans la foulée, ses parents sont avisés de sa plainte. Pour eux, près de 20 ans après les faits, cette révélation est un choc. La mère de Johan est dévastée. Son père est furieux. Mais pour le jeune homme, c'est une délivrance. Pourtant, alors qu'il s'attendait à se sentir mieux suite à son dépôt de plainte, Johan va développer une autre maladie, une inflammation des os. Et après 1 an d'instruction, il reçoit le coup de grâce. Faute de preuves, l'affaire est classée sans suite. Aujourd'hui, en raison de ces 2 maladies, Johan est handicapé et ne travaille plus depuis 1 an. Mais pour avancer, il a décidé de continuer à se battre pour les autres. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crime et Faits divers avec Johan qui est toujours avec nous. Johan, on le disait, il y a le petit garçon qui a perdu ses rêves, qui a vu sa vie gâchée. Et puis ça va continuer pendant votre adolescence, où ça va être très compliqué pour vous. Ça va continuer, ouais. Je vais développer déjà dans un premier temps un refus de grandir, en fait. Je vais me réfugier dans la petite enfance parce que pour moi, c'est ne pas me confronter, en fait, essayer de repasser en dessous avant ce que j'ai vécu, en fait. Garder l'innocence que vous aviez. Garder l'innocence, ouais. Avant cet acte. Donc il y aura ça. Il y aura mes premières tentatives de suicide à 13 ans. Pourquoi vous voulez vous suicider à cet âge-là? Parce que j'avais pas d'estime de moi. Je me sentais pas à ma place, en fait. Et je me sens toujours pas à ma place, malheureusement. Aujourd'hui encore? Aujourd'hui encore, oui. Je me bats pour mes parents, pour ma sœur, pour les autres enfants.
pour Maëlys, parce que j'en ai fait pratiquement un combat personnel, en fait. Ça a été vraiment... Ouais, pour moi, c'est elle qui m'a sauvé, quelque part, malheureusement. Vous avez fait combien de tentatives de suicide? Les compter, ce serait 10, 20. Tous les ans? Quasiment? Tous les ans, tous les mois, tous les jours. Mais vous voulez vraiment mourir? Au départ, pour moi, ça a été un appel au secours. C'était une façon de... Aidez-moi. Mais comment m'aider si je parle pas? Et puis, les dernières années, vers mes 24, 25, 26 ans, ouais, là, j'avais vraiment envie d'en finir. J'avais vraiment envie d'en finir. J'avais vraiment, vraiment, vraiment envie d'en finir. Qu'est-ce qui est insupportable? De vivre détruit, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, je me vois pas avancer dans la vie. Je me vois rien construire, en fait. Ça m'a bloqué totalement. Ça m'a bloqué envers les hommes. Et vous imaginez que pour un simple pansement, je peux pas me faire toucher par un homme. C'est quand même des faits qui sont... c'est invivable, quoi. Simple pansement, je peux pas me faire toucher par un homme. C'est quand même des faits qui sont... c'est invivable, quoi. Non, c'est... Et on avance petit à petit. On avance petit à petit. J'ai espoir qu'un jour... tout ça, ça disparaisse, quoi. J'apprenne à vivre avec, quoi. Disparaître, non, mais que j'apprenne à vivre avec, quoi. Aujourd'hui, on a compris qu'il y avait des maladies que vous avez développées en réaction à tout ça. Dans la société, vous me dites, j'arrive pas à me faire même un pansement par un homme. Vous arrivez à faire confiance à des gens? J'arrive à faire confiance à mes parents. J'arrive à faire confiance à ma meilleure amie Claire Vie, que je me suis un peu éloigné, voilà, parce que je me renferme un peu sur moi-même, mais qui est une personne très importante à mes yeux, qui m'a aidé à pousser la porte d'un commissariat. J'ai que des amis femmes, en fait. Pour l'instant, aucun homme. Vos parents ont réagi comment quand ils ont appris ce qui vous était arrivé? Ça a été un choc pour eux. Ils se doutaient qu'il s'était passé quelque chose, mais aussi grave que ça, non. Aussi grave que ça, non. Ça a été vraiment pour eux... la terre s'est effondrée, quoi. Comment vous leur avez dit? C'est indirectement, en fait, ma meilleure amie qui me voyait m'enfoncer de jour en jour, hein, de faire n'importe quoi, de pire en pire. Qui m'a dit, voilà, soit tu leur dis, ça a trop duré, ou soit c'est moi qui dirai les choses. Je me suis dit, bon, je suis leur fils quand même, c'est à moi de... Donc, j'ai jamais, par contre, abordé ce sujet-là en direct avec mon père. C'est-à-dire que je suis passé par ma maman, qui ensuite lui a passé le message. C'est dur pour lui, hein. Comment on dit ça à sa maman? Enfin, quel mot? Par des lettres, pas par des mots, par des lettres, par des SMS, parce que maintenant on a les téléphones, mais pas par des mots, non. Par plusieurs petites lettres. Et puis... Elle a vite compris? Très vite. Très vite. Et puis, dans la foulée, il y a eu l'appel de cet OPJ, qui a été d'ailleurs d'une grande gentillesse avec moi, qui m'a reçu au commissariat de Concarneau, que je remercierai jamais assez, qui a vraiment été... pour moi, ouais, c'était la première fois que je pouvais peut-être faire confiance à un homme, quoi. Et donc c'est lui ensuite qui leur a dit que voilà, j'avais entamé une plainte pour des faits de viol. Votre mère vous en a parlé directement? Ma mère m'en a parlé directement. Ils ont essayé également, je voudrais revenir là-dessus, ils ont essayé également plus jeunes de m'en parler. Mais pour moi, c'était complètement le déni, je voulais rien dire. Combien de psychologues on m'a emmené voir? On m'a emmené voir des psychologues, combien? Combien de membres de ma famille, mes tantes, ont essayé de me parler de... Non, rien ne sortait, en fait. On a essayé de m'enlever les verres du nez,
Voilà, excusez-moi du terme, mais non, rien n'est sorti en fait. Rien n'est sorti jusqu'à ce que ce soit le moment. Ouais, que ce soit le moment. Votre maman, quand elle a compris, elle vous a dit quoi? Ma maman, elle a été forte devant moi. Elle m'a dit qu'elle était là, qu'elle serait toujours là pour moi. Mais par contre, je pense, et c'est ça que je m'en veux, je pense que toute seule, elle a dû énormément pleurer quand elle s'est retrouvée toute seule. Et mon papa aussi. Je pense qu'ils portent de la culpabilité, quoi. Pourquoi ils n'ont pas vu? Ma mère m'a dit combien de fois, pourquoi j'ai pas vu? Pourquoi j'ai rien vu, quoi? Pourquoi Parce que j'ai pas parlé non plus. Et votre papa, jamais il a abordé le sujet avec vous? C'est trop dur pour lui. C'est trop dur pour lui. Mais il a abordé le sujet avec vous? C'est trop dur pour lui. C'est trop dur pour lui. C'est trop dur également pour moi de parler du sujet. Aujourd'hui, donc j'ai averti mes parents que je venais ici. Par contre, c'est ma maman qui a averti mon père. Voilà, je peux pas, ces faits-là, non. Même si maintenant j'arrive à entretenir des relations vraiment passionnantes et aimantes avec mon père, parce que je l'ai rejeté longtemps. Après ces événements, alors que vous étiez très proches avant. Mais après, peut-être parce qu'il symbolisait l'homme? Il symbolisait l'homme, en fait. La haine, donc je le repoussais, quoi. Je le repoussais, plus après, par-dessus ça, il y a eu l'adolescence qui s'est mêlée. Ça a été, ouais, pour mes parents, ça a été dur aussi. Ça a été vraiment dur pour eux. Ça a été dur, mais ils comprenaient pas non plus ce que je vivais derrière, quoi. Comment que c'était dur. Ces tentatives de suicide à répétition que vous avez faites, comment ils les ont vécues, eux? Mal. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Mal pour eux. Et jamais vous ne l'avez dit? Jamais. J'ai essayé d'en parler à l'âge de... Je sais plus si c'est 14 ou 15 ans, enfin bref, à une année près, pour des faits comme ça. J'ai essayé d'en parler en fait à ma tante parce que j'ai fait un peu un burn-out et je suis parti de chez moi. Je lui ai touché quelques mots en fait. Mais le problème, c'est que ça n'a pas été remué assez pour que ça sorte à ce moment-là, quoi. Il manquait encore quelques... On m'a pas incité à développer plus que ça et je l'ai pas développé moi-même, quoi. Stéphanie Germani, docteur en psychologie, le témoignage est bouleversant. Il est très violent en même temps, je trouve. En fait, il y a un mélange des deux parce que on voit les dégâts, on voit la violence qu'il a subie et qu'il subit encore aujourd'hui. Alors votre témoignage effectivement est extrêmement touchant. Je vais essayer de parler de plusieurs axes rapidement. Alors la première chose effectivement, c'est lorsque vous introduisez votre histoire, vous dites, je cite, « je me suis tue », du mot se taire, mais on peut aussi entendre se tuer. C'est-à-dire qu'au moment où vous décidez de ne pas mettre en parole l'événement qui vous est arrivé, qui est un événement traumatique, vous vous tuez. C'est-à-dire la question de la maladie, le mal a dit, va venir s'exprimer à la place de votre parole. C'est important de dire aux téléspectateurs que tout ce qui est de l'ordre du symptôme, c'est-à-dire de la maladie, c'est quelque chose qui ne peut se dire. Je voulais aussi parler de l'entourage. Lorsqu'on voit un enfant qui, du jour au lendemain, bascule dans un comportement, dans une attitude différente, qu'on sent effectivement qu'il se passe quelque chose, de poser à l'enfant « est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?» Ça n'est pas l'aider, parce que parfois il n'a pas les outils pour mettre les mots nécessaires. Donc parfois il faut inciter. Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui t'a dit quelque chose? Il faut presque mettre les mots à la place de l'enfant. Donc c'est peut-être cette chose qui a manqué, notamment avec cette tante. Vous dites, ouais, elle n'a pas donné assez d'éléments pour que je puisse élaborer. Et je voulais aussi signifier, alors je me permets, on peut guérir. Je travaille avec beaucoup de personnes qui ont eu des faits, qui ont subi des faits comme vous. On peut guérir. Par contre, votre parcours est tellement dans le secret,
tellement il y a une attaque sur vous-même, avec la culpabilité, avec des choses qui sont bloquées, notamment vous faites un transfert, vous le dites très bien, j'ai une difficulté avec mon père, j'ai une difficulté avec les hommes, c'est-à-dire que la figure de l'agresseur continue de circuler dans les protagonistes qui vous entourent. Donc ce qu'il va falloir faire, alors voilà, je sais que tout le monde a dû vous le dire, mais il y a un moment, il vous faudra trouver un thérapeute, sûrement femme, avec qui vous allez pouvoir justement élaborer autour de ça. Parce qu'à 8 ans, même si effectivement on ne connaît pas encore la sexualité, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans la tête d'un enfant. Comment on vient au monde, qu'est-ce que font mes parents dans leur sexualité, comment on fait des bébés, etc. Et là, il y a une effraction au niveau du sexuel. Donc entre la réalité, c'est-à-dire les faits qui vous sont arrivés, mais aussi tout ce qui était déjà en circulation au niveau psychique, autour des fantasmes, etc., tout s'est entremêlé. Donc il faut absolument que vous puissiez élaborer chaque axe. Et à un moment, une fois que tout sera sorti, vous allez pouvoir vous reconstruire. Parce que pour le moment, la reconstruction, elle n'est pas encore là. On entend qu'effectivement, la parole se libère, mais il faut absolument croire en cette reconstruction. Et elle est possible. Hein. Elle est possible. Et juste, Stéphanie, parce que vous avez dit la parole se libère, je trouve le fait de venir sur un plateau télé, le fait d'en parler, c'est aussi une étape importante. Parce que là, sa façon d'en parler, il nous a raconté le secret, c'est aussi une étape importante. Parce que là, sa façon d'en parler, il nous a raconté le secret qui a rythmé sa vie pendant si longtemps. Là, il est sur un plateau télé. Il est en train d'en parler. C'est une étape importante. Là, c'est une porte qui s'ouvre. C'est-à-dire qu'on peut voir une forme de libération. C'est-à-dire que ça y est, cette parole se libère. Elle ne devient plus toxique. C'est-à-dire qu'elle ne se transforme plus en symptôme au point, en fait, que vous avez attaqué votre propre corps, comme ce corps qui a été attaqué étant enfant. Donc là, il y a quelque chose qui va s'inscrire. Hein. Le fait de parler à Jean-Marc, le fait de venir ici, porter votre témoignage, une porte s'ouvre. Maintenant, il va falloir en fait reconstruire. Et pour reconstruire, il vous faut les outils. Et un professionnel pourra vous aider. Alors peut-être ceux que vous avez rencontrés, soit ils n'étaient pas compétents parce qu'il en existe, aussi parce que parfois on n'est pas prêt. Hein. Il y a un temps pour tout. Hein. Il faut accepter qu'il y a une temporalité psychique pour tout à chacun. Je pense qu'à ce jour, le fait de venir, vous êtes déjà en train d'amorcer quelque chose. Pour moi, c'est... je me permets de répondre. Pour moi, venir ici, c'est c'est le début de la reconstruction. C'est le début de la reconstruction. C'est commencer à avancer, en fait. C'est commencer à avancer, mais aussi dire aux plus jeunes de ne pas avoir peur non plus de parler, quoi. C'est quelque chose qui est... pour moi, c'est mon combat de tous les jours, en fait. C'est vraiment la chose... Je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Quand on ne parle pas, et ça le téléspectateur doit le savoir, on en paye le prix. Et le prix peut être gravissime, et vous, malheureusement, vous le montrez en tout cas avec votre témoignage, on peut déclencher des maladies. Et ça, la plupart des gens ne le savent pas, ils se disent faire des dégâts au niveau corporel ou au niveau psychique. Vous avez fait des tatouages, en fait, c'est pour cacher les dégâts que vous aviez fait sur votre... Alors, j'ai fait ce tatouage-là qui représente l'année... donc ma courbe de vie avant l'année 2000, l'effet du viol. Et puis ma ligne de mort. C'est du plat après la... C'est du plat. Parce que vous êtes mort? Je suis mort après. Tous mes tatouages ont une signification. Celui-ci, c'est un point-virgule. C'est le bras où je me suis le plus scarifié, en fait. Et il choque beaucoup. Hein. Il est... c'est le point-virgule, c'est pour essayer d'avancer, quoi, un nouveau départ. Un nouveau départ. Et puis après, bien sûr, il y en a sur les jambes. Et puis, il y a quoi sur les jambes? Sur les jambes, il y a un scalpel avec une cicatrice. Et puis il y a la phrase « Quand on est tombé, il faut réussir à se relever ». Une phrase, en fait, que j'ai trouvée, en fait, sur un texte d'une personne qui avait été victime aussi, et que j'ai trouvé belle, en fait, que je me suis dit, bon, au lieu de m'abîmer la peau, de continuer à m'abîmer la peau, cette phrase-là, je vais me l'ancrer, et au moins, ça évitera de me mettre des coups de scalpel, quoi. Au point de vue judiciaire, vous avez porté plainte contre X au commissariat de Concarneau en mai 2018 pour viol sur mineur de moins de 15 ans. En 2019, vous avez reçu une lettre vous informant que l'affaire était classée. Oui. Pourquoi? C'est ce que je comprends pas. C'est-à-dire que donc j'ai fait tous ces examens médico-légal, ce qui est normal, même si 18 ans après les faits, on n'a rien trouvé. L'expertise psychologique. Et l'officier de police judiciaire à qui j'ai eu affaire, qui était extraordinaire, je continue à le dire parce que voilà, c'est important pour moi de reconnaître
m'a dit, voilà, maintenant que le dossier est monté, moi je transmets ça à Royan et c'est eux qui prennent la suite de l'enquête. On m'a rien dit pendant 1 an en fait. J'ai pas eu de... Et un jour, vous avez appris que c'était classé sans suite. Et j'ai reçu un courrier en me disant que voilà. Mais ce que je comprends pas, parce que ça doit être assez facile de retrouver cette personne. Parce que, enfin, c'était dans un camping. Je pense que les emplacements étaient délimités. On avait les noms des gens qui étaient dans ce camping. Pour moi, je pensais qu'il y aurait eu une recherche auprès des campings, qu'il y aurait eu une recherche, si ce camping existe toujours, il y aurait une recherche dans les archives. Et vous pensez que ça n'a pas été fait? Je sais pas. Je veux pas accuser parce que voilà, je sais pas. Mais Maître, c'est un peu classé rapidement, donc quand même. Alors, pas nécessairement. Si vous voulez, c'est le problème de ce genre d'affaires où vous avez une déperdition de la preuve. Les emplacements sur le camping, oui, ça nous paraît évident à nous, vu comme ça, mais qui nous dit que ces emplacements sont conservés 20 ans après. Vous voyez, qui nous dit comment ils étaient tenus, ces emplacements, ces registres et autres. Vous voyez, vous avez dit effectivement qu'un examen médico-légal 20 ans après, ils n'ont rien trouvé sur le plan physique. Voilà, c'est autre chose qui fait que c'est difficile de lancer l'affaire. Mais alors, vous avez eu un classement sans suite. Vous ne vous êtes pas constitué partie civile. Après, vous avez eu un classement sans suite. Vous ne vous êtes pas constitué partie civile. Après. Non. Parce que après un classement sans suite, vous avez la possibilité de faire une constitution de partie civile en écrivant une lettre au doyen des juges d'instruction. Et ça ouvre ça force la mise en mouvement de l'action publique. Il peut le faire encore? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Et vous écrivez au doyen des juges d'instruction dans le ressort du tribunal judiciaire de Royan, et ça va ouvrir une information. Et donc l'enquête repart, pour être très clair. L'enquête repart, voilà, par votre constitution de partie civile. D'accord. Ça, c'est des éléments que ouais, j'avais pas. On m'a Il pas... faut avoir en conscience une chose, c'est qu'effectivement, il y a ce problème de déperdition de la preuve. Le temps passe, le temps, c'est le pire ennemi des preuves. Mais Johan, ce que vous souhaitez, c'est une des raisons aussi pour laquelle vous êtes là. Vous aimeriez que si des gens, soit dans ce camping, soit dans un autre camping, ont le sentiment de retrouver leur histoire, peut-être, se manifestent. Si quelqu'un se souvient, si quelqu'un, voilà... On rappelle l'année, c'était en 2000. En 2000. C'était à Royan. Fin août, les 2 dernières semaines. Le nom du camping, on peut le donner? Je ne connais pas le nom du camping, je n'ai plus. On a fait des recherches, il n'y a rien qui ressort, donc est-ce qu'il existe toujours Mais vu que c'est une personne qui était quand même... Tout le monde qui se faisait remarquer, forcément, il y a des gens qui se souviennent de lui, c'est obligé, quoi. Écoutez, on lance l'appel, on met le numéro de téléphone également de notre émission. Si on a des messages, on les transmettra. Johan, merci d'être venu, j'espère que ça vous aide. Merci de m'avoir accueilli. Je voudrais également en profiter, si vous me permettez, pour parler de l'association où je suis référent à Concarneau, l'association de Laurent Boyer, les papillons, les boîtes aux lettres papillons, où nous développons, en fait, nous avons pour but de déployer en fait, des boîtes aux lettres papillons dans les écoles, afin de libérer la parole des enfants, en fait, qui puissent écrire sur des petits mots, dessiner, et puis après, les mots sont récoltés par les référents, transmis à Laurent, qui ensuite fait le nécessaire. Car j'aurais eu cet outil-là, je pense que j'aurais parlé plus tôt. Merci, Johan. Et tenez bon. Battez-vous et peut-être relancer l'enquête, ça peut vous aider à tenir et à avancer. Je vais le faire. Merci beaucoup, en tout cas, pour